Le 23 août 1305, Londres s'éveille pour assister à un spectacle qui marquera les mémoires. Dès les premières heures du jour, une foule compacte se rassemble. Les marchands abandonnent leurs étals, les nobles descendent de leurs appartements, les habitants affluent de tous les quartiers de la ville. Ils ne viennent pas chercher du pain ni de l'alcool, mais du sang. Ils sont là pour voir mourir un homme dans les conditions les plus atroces que l'imagination humaine puisse concevoir. Dans le lointain, on perçoit le grincement du bois contre la pierre, le claquement des sabots, et un autre son, plus insoutenable. Celui de chair traînée sur les pavés, laissant derrière elle une traînée rougeâtre que les corbeaux n'auront aucun mal à suivre. La foule s'écarte comme une mère malade, et apparaît alors William Wallace, nu, ligoté sur une claie de bois, traîné par un cheval. Celui qui osa rêver d'une Écosse libre n'est plus qu'un corps meurtri, une carcasse livrée à l'abattoir. Son corps porte la trace de la colère anglaise, marquée par chaque pierre du chemin de 400 miles qui sépare l'Écosse de Londres. Sa peau pend en lambeaux, son dos est couvert de plaies, mais ses yeux brûlent encore d'une flamme de défi. Même sous les crachats et les insultes, Wallace refuse de céder. Pour comprendre ce moment, il faut revenir plus de 30 ans en arrière, dans une Écosse encore paisible. En 1270, dans les collines verdoyantes du Renfrewshire, naît un enfant de Sir Malcolm Wallace, petit propriétaire terrien. L'enfant est baptisé William, et nul n'imagine alors que ce garçon attirera un jour la haine du plus puissant roi d'Europe. Wallace grandit grand et fort dans l'ombre des Highlands. Il reçoit une éducation rare pour son rang. Il apprend à lire et à écrire, étudie le latin auprès des moines, développe un esprit vif autant qu'un corps robuste. Dès l'âge adulte, il impressionne par sa stature. Plus d'1,95 m, une carrure imposante, des mains capables de manier une épée de près de 2 mètres avec une précision mortelle. Son époque, d'abord, semble paisible. Le roi Alexandre III gouverne avec sagesse, les marchés prospèrent, les récoltes sont abondantes et le peuple vit dans une relative sérénité. Mais le destin réserve un tournant tragique. En 1286, lors d'une nuit de tempête, Alexandre III chute de cheval près de Kinghorn et trouve la mort. Avec lui s'éteint l'âge d'or écossais. La couronne passe à Margaret, dite la demoiselle de Norvège, une fillette de 3 ans qui n'a jamais mis les pieds en Écosse. Pendant 4 ans, le pays est gouverné par des régents, dans l'attente de sa venue. Mais en 1290, Margaret meurt en mer avant de pouvoir réclamer son trône. Le royaume se retrouve sans roi, livré aux intrigues. C'est alors qu'intervient Édouard Ier d'Angleterre, surnommé Longshanks. Ce roi, mesurant près d'1,90 m, a bâti sa réputation sur la guerre. Après avoir soumis le pays de Galles, il tourne ses ambitions vers le nord. Les nobles écossais, désireux d'éviter une guerre civile, l'invitent à arbitrer le choix du souverain. Mais en sollicitant son aide, ils font entrer le loup dans la bergerie. Édouard impose John Balliol, homme faible qu'il pense manipuler à sa guise. Puis, insatiable, il exige des nobles écossais qu'ils lui prêtent hommage, que les litiges soient jugés en Angleterre et que les chevaliers écossais servent dans ces guerres étrangères. Chaque exigence est une corde qui se resserre autour du cou du royaume. En 1296, Balliol tente un sursaut en s'alliant avec la France et en reniant sa vassalité. La réaction d'Édouard est immédiate et brutale. Ses armées envahissent l'Écosse et la première ville qui subit sa colère est Berwick-upon-Tweed. Le sac est d'une cruauté telle qu'il marque la mémoire collective écossaise. Les soldats anglais massacrent la population entière, hommes, femmes, enfants, jusqu'aux nourrissons. Les chroniques parlent de 17 000 morts en un seul jour, de rues inondées de sang, de cadavres empilés. Cette violence forge le jeune Wallace, qui assiste à la soumission progressive de son pays. Édouard destitue Balliol, lui arrache la couronne et le contraint à l'humiliation publique. Les nobles écossais, résignés, plient le genou et signent le Ragman Roll, reconnaissant l'autorité anglaise. Wallace, lui, se refuse à courber l'échine. En mai 1297, un événement déclenche sa révolte. Les détails varient selon les sources. Certains évoquent le meurtre de son épouse Marion Bradefute, d'autres un abus de pouvoir insupportable. Quoi qu'il en soit, Wallace tue le shérif anglais de Lanark, William Esselrig. Ce geste franchit un point de non-retour. Il devient l'homme qui ose défier l'occupant.
Très vite, des paysans, des artisans, des hommes lassés de l'oppression rejoignent sa cause. Wallace ne se contente pas de mener une guérilla, il organise une résistance structurée, animée par une conviction inébranlable que la liberté vaut plus que la gloire ou la richesse. À l'automne 1297, il affronte l'armée anglaise à Stirling Bridge. Les Écossais sont environ 6000 contre 15 000 Anglais, incluant la meilleure cavalerie d'Europe. Confiants, les commandants anglais sous-estiment leur adversaire. Mais Wallace, avec son allié Andrew Moray, attend patiemment. Lorsque la moitié de l'armée anglaise a traversé le pont étroit sur la rivière Forth, il lance son attaque. Pris au piège, les Anglais sont écrasés. Le pont devient une nasse mortelle et les fuyards piétinent leurs propres hommes dans la panique. Hugh Cressingham, trésorier anglais honni, meurt sur le champ de bataille et sa dépouille est même utilisée pour fabriquer des ceintures selon certaines sources. Ce triomphe transforme Wallace en héros national et en gardien du royaume d'Écosse. Mais la victoire est de courte durée. En juillet 1298, Édouard revient avec une armée considérable. À Falkirk, Wallace affronte un ennemi préparé. Ses soldats, formés en schiltron, dans ce cercle de piques, résistent aux charges de cavalerie, mais succombent sous la pluie de flèches des archers gallois. La bataille tourne au désastre. Wallace perd ses compagnons les plus proches et échappe de peu à la capture. Contraint de renoncer à son rôle de gardien, il disparaît dans l'ombre. Les années suivantes, Wallace mène une vie clandestine. Des récits divergents le situent en France auprès du roi Philippe IV, voire à Rome devant le pape Boniface VIII, cherchant du soutien pour sa cause. Mais il devient insaisissable, une légende plus qu'un homme. Pendant ce temps, d'autres prennent le relais. Robert Bruce, longtemps hésitant, commence à se rapprocher de l'indépendance, tandis que John Comyn se compromet avec les Anglais. Édouard Ier, lui, ne peut oublier l'humiliation de Stirling. Tant que Wallace vit, sa victoire reste incomplète. En 1305, John de Menteith, chevalier écossais acheté par l'or anglais, le trahit. Wallace tombe dans un piège près de Glasgow. Épuisé, seul, il est capturé. Le voyage vers Londres est une procession d'humiliation. À chaque ville, il est exhibé comme un animal en cage, insulté par les foules. Arrivé à Westminster Hall, siège de la justice anglaise, il affronte ses juges. On l'accuse de trahison, bien qu'il n'ait jamais prêté serment au roi d'Angleterre. On lui reproche des meurtres et des sacrilèges, alors qu'il n'a combattu que des envahisseurs. Wallace réplique avec force « Je ne puis être traître à Édouard, car je n'ai jamais été son sujet. » La sentence est pourtant scellée d'avance. Il sera pendu, éventré, émasculé et écartelé. Le 23 août 1305, Londres assiste à ce châtiment. Wallace, traîné sur une claie par les rues, est livré aux moqueries. Sur l'échafaud de Smithfield, on l'étrangle à demi avant de le relâcher pour qu'il reprenne conscience. Puis on l'éventre et ses entrailles sont brûlées sous ses yeux. Enfin, on le décapite et on écartèle son corps. Sa tête, enduite de goudron, est plantée sur le pont de Londres, ses membres envoyés à Newcastle, Berwick, Stirling et Perth pour avertir les Écossais. Édouard croit ainsi briser toute résistance. Mais il commet une erreur fondamentale. Il transforme Wallace en martyr. Son exécution atroce, loin de semer la peur, attise la flamme de la révolte. Robert Bruce s'impose bientôt comme roi d'Écosse et mène son peuple à la victoire à Bannockburn en 1314. En 1320, la déclaration d'Arbroath proclame avec éclat que les Écossais se battent non pour la gloire ni pour la richesse, mais pour la liberté, qu'aucun homme honnête n'abandonne sinon avec sa vie. William Wallace n'a jamais vu l'indépendance réalisée. Mais son sacrifice a semé les graines de la liberté. Son corps fut détruit, dispersé, mais son nom traversa les siècles. Aujourd'hui encore, son souvenir inspire ceux qui luttent contre la tyrannie, rappelant qu'il existe des causes pour lesquelles il vaut la peine de mourir. Le roi Édouard voulait l'effacer. Il a bâti une légende. Wallace, par sa mort, est devenu immortel.